Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre journal de 13 heures sur la RTS dans l'actualité de ce dimanche. Interrogation, comment mettre fin au vol de câbles? La RTP cherche des solutions pérennes. Les acteurs des télécommunications ont formulé une série de recommandations et c'était au cours d'une rencontre à Dakar. Et dans le trésor des régions, nous irons d'abord à Ziguinchor. La région a accueilli le lancement de la quinzaine nationale de l'économie sociale et solidaire. Après cette étape, Kédougou et Tambacounda ont reçu la délégation officielle et vous le verrez, les femmes ont été financées à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Justement, ils se sont entraînés hier à leur camp de base à Doha. Les joueurs remplaçants ont pris part à cette séance d'entraînement alors que les titulaires profitaient de ce moment en famille dans les tribunes. Le staff technique mise beaucoup sur la récupération et la préparation mentale et nous sommes toujours avec Pabiram Bigenjai. Lendemain de victoire au camp de base des Lions. Séance d'entraînement d'après-match. Ce sont les remplaçants qui s'entraînent. Les titulaires sont mis au repos et ils en profitent pour se retrouver en famille. Un premier contact depuis le début du regroupement. Les portes de la tanière sont ouvertes. Épouses et enfants de joueurs créent un univers parallèle dans lequel s'invite la figure paternelle. L'intimité d'une communion dans un camp de base qui reflète l'image d'un espace de vie convivial où se mélangent sentiments de fierté et de joie. La joie de retrouver la famille. Les joueurs décompressent et savourent l'instant sublime d'une formidable occasion de partager avec leurs proches des émotions particulières. Sur le terrain, l'aire de jeu, les ateliers se mettent en place. Les joueurs en quête de temps de jeu dans cette Coupe du Monde se donnent à fond à l'entraînement. Les schémas d'une cohésion d'équipe prennent forme pour bâtir des automatismes qui font ressortir l'envie de ces joueurs de briller dans ce mondial qatari. Ils sont prêts à saisir leur chance et à rendre fier tout un pays. Pabiram Bigenjai qui nous rappelle aussi que le plus dur reste à faire. Cela dit, il faut impérativement gagner le match de mardi prochain face à l'Équateur décryptage. Un soir de victoire. Heureux sont les supporters sénégalais à la sortie du stade Al-Toumama de Doha. Une joie qui contraste avec une ambiance calme d'après-match. Dans le bus des Lions, les joueurs sont loin, très loin, d'un état d'esprit festif. Silence total, ils sont toujours dans leur bulle et affichent une sérénité à toute épreuve. C'est une première victoire après la défaite au match inaugural face aux Pays-Bas. Victoire qui relance l'équipe du Sénégal dans cette Coupe du Monde. Lundi dernier, l'ensemble du groupe, l'ensemble du peuple sénégalais, les joueurs, on était très frustrés. Un match très compliqué, un match piège. Il fallait coûte que coûte l'emporter. Je crois qu'en première période, on a eu plutôt la maîtrise du jeu. On a eu la chance de marquer. En deuxième période aussi, très tôt, on a pu marquer ces deuxièmes buts-là. À 2-0, c'est souvent un score très difficile parce que vous avez un petit peu excusez-moi de parler comme ça, le cul entre deux chaises, entre attaquer et défendre. Donc le Qatar a apporté aussi du 109. Ils ont amené beaucoup d'attaquants. Malheureusement, on prend ce but-là, mais on était conscient aussi que dans les transitions, on était capable de marquer ce troisième but-là et ce troisième but-là a été très intéressant pour nous. Une victoire qui s'est dessinée en première mi-temps. Et malgré un retour en force des Qataris, les Lions ont su montrer du caractère, grâce notamment à la jeune génération, sur le point de prendre le pouvoir dans cette sélection sénégalaise. Un coaching gagnant d'El Tactico qui garde le triomphe modeste. Je ne sais pas, est-ce que c'est un coaching gagnant, mais je crois que c'était la suite dans nos idées. On savait que Bamba pouvait rentrer. Famara a beaucoup donné, ça aurait pu être Boulaye. Comme je l'ai dit, on a constitué un groupe équilibré, un groupe homogène où n'importe qui peut rentrer et apporter en plus. Eliman aussi a fait une très bonne entrée. Un garçon comme Paté Cissé au milieu aussi, ça a été très intéressant.
quand vous êtes dos au mur et que vous savez qu'il vous faut une victoire impérativement, il faut rapporter un petit peu plus de joueurs offensifs. C'est ce qu'on a fait avec Ismaïla, avec Boulaye, avec l'arrivée de Famara aussi, qui nous a fait énormément de bien. Mais je crois que je voulais aussi souligner la prestation d'Edouard Mendy aujourd'hui, qui nous a tenu quand même la baraque derrière. Et comme je le dis, c'est très important pour nous et c'est surtout pour son moral, c'est très important aussi. Le prochain adversaire des Lions, c'est l'Équateur, qui a fait match nul face aux Pays-Bas. Ce sera une vraie finale pour la qualif au deuxième tour. Je crois que ce qui est important, c'est d'abord récupérer, parce que j'ai vu des garçons vraiment très fatigués, qui ont beaucoup donné, énormément donné. Après l'Équateur, comme je l'ai dit, nous savons que c'est une autre finale. Nous sommes ici pour jouer 7 matchs et on a l'intention de jouer ces 7 matchs-là. Un esprit de conquérant, c'est avant tout ce qu'il faut mettre dans la tête des joueurs pour venir à bout de l'équipe d'Équateur. Ce sera une opposition de style dans un duel épique. Plus qu'un match d'hommes, les Lions s'apprêtent à livrer un véritable combat face à une équipe qui a la réputation d'être redoutable dans l'impact physique. Et nous avons suivi le match en direct, le match du Sénégal contre le Qatar, mais il y a énormément de choses qui nous ont échappé et cela s'est passé en coulisses. Nos équipes sur place nous y emmènent, Ousmane Cissé, Pape Faye, Ibrahima Mboup. Jour de match au stade Al-Toumama, des supporters qataris aux abords de l'enceinte. Les drapelés sont distribués dans les stands. Le pays organisateur veut se relancer dans la Coupe du Monde. Les supporters sénégalais arrivent eux aussi au stade sans pression, avec beaucoup de confiance. Allez Sénégal 2-0 7-0 Allez Sénégal Allez Sénégal Allez Sénégal Sénégal. Presque 3 heures avant le coup d'envoi, les Lions sont sur place pour la reconnaissance de la pelouse en toute décontraction. Ils sont accompagnés par El Hadji Ousseynou Diouf qui joue son rôle de grand frère. La mise en train se fait dans la concentration totale. Les hymnes nationaux sont exécutés, donnant un sentiment de fierté aux uns et aux autres. En tribune, le stress est omniprésent. Les mauvais choix et les occasions manquées par les Lions sont accueillis par des gesticulations. D'autres, par contre, poussent et encouragent les Lions. Quand Boulaye Dia fait trembler les filets, les supporters sautent de joie. Ils sont comme libérés. Aliou Cissé, debout dans sa zone technique, continue de donner des consignes. Les chapelets sont de sortie, des prières exaucées avec le deuxième but du Sénégal marqué par Famara Diédhiou. Ça jubile sur les gradins et sur le banc de touche. Les Lions sont poussés par des supporters enthousiastes. Le vice-champion olympique El Hadji Amadou Diaba est là, la famille de Gana Gueye aussi, parmi tant d'autres. Lorsque les Qataris réduisent le score, Al-Toumama se réveille. L'inquiétude gagne les rangs des supporters sénégalais. L'un des membres du staff de Cissé est en tribune pour une meilleure lecture du jeu et plus de recul. Reculer pour mieux sauter et porter le coup de grâce au Qatar. Le Sénégal marque un 3e but grâce à Cheikh Ahmadou Bamba Dieng. Le 12e Gaïndé peut fêter la victoire. Les Lions ont fait le job. Aliou Cissé devient le premier coach africain à avoir obtenu 2 victoires en Coupe du Monde. Merci beaucoup à nos envoyés spéciaux au Qatar. Tout autre chose, à présent, le ministère des Forces armées a rendu hommage à ses meilleurs éléments. Des agents retraités ou en fonction ont reçu des décorations dans les différents ordres nationaux. Ces distinctions symbolisent l'ancienneté, le professionnalisme et les bons et loyaux services rendus à l'État et à la nation. Dame Silla. Ils sont 51 récipiendaires en fonction ou à la retraite, issus de différents services du ministère des Forces armées, à recevoir des distinctions dans les différents ordres nationaux. Ces médailles décernées récompensent la qualité de travail abattue dans l'exercice de leurs fonctions. Je suis très heureux de partager avec vous ce moment solennel de convivialité qui me donne le privilège
et l'opportunité de vous témoigner toute la reconnaissance de la République pour l'engagement citoyen et désintéressé dont vous avez toujours fait montre durant votre belle et exemplaire carrière professionnelle. Pour ceux qui sont encore en activité, cette distinction marquera une étape dans votre vie professionnelle. Elle doit être perçue comme une motivation pour faire plus et mieux et pour aller le plus loin possible. Les médailles dans les ordres nationaux sont décernées en fonction de l'ancienneté, mais également de la qualité du travail effectué pour le service de l'État. Ces récipiendaires, 36 au total, toujours en service, sont des modèles de par leur engagement et leur professionnalisme dans le travail. La remise de décoration constitue symboliquement une étape majeure dans l'évolution du parcours professionnel du récipiendaire. Elle nous conforte dans le choix de nobles et contraignants métiers des armes pour servir notre chère patrie. Elle nous donne encore plus de courage et de motivation pour le chemin qui reste à parcourir, aussi bien dans la vie professionnelle que familiale. Des agents à la retraite sont aussi distingués après des années de bons et loyaux services rendus à l'État et à la nation. La tutelle a jugé nécessaire de les décorer. Les forces armées constituent une belle famille où chaque membre s'est engagé volontairement, sans contrainte aucune, à servir cette noble institution avec loyauté, esprit de discipline, solidarité les uns envers les autres, en ayant toujours en ligne de mire la préservation de nos valeurs cardinales que sont le jom, le fit, le fulla et la faïda. Les ordres nationaux sont des médailles qui érigent au rang de principe sacerdotal les valeurs intrinsèques de compétence, de loyauté, d'engagement sans faille dans le travail, de fidélité et de profonds attachements à la nation. Un mot à présent sur la session budgétaire à l'Assemblée nationale. Le Parlement a adopté le projet de budget du ministère de la fonction publique. Plus de 6 milliards de francs CFA avec comme priorité la transformation et la modernisation du service public. Ndaïko Mandjaï pour les détails. Le budget 2023 du ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public est arrêté à 6 milliards 370 millions 844 450 francs CFA. Les débats ont porté sur la nécessité de moderniser, d'informatiser l'administration publique sénégalaise et de développer le capital humain. Les parlementaires ont indiqué que le service public mérite une attention particulière et doit faire l'objet d'une modernisation. Les préoccupations des Sénégalais en la matière sont nombreuses. La digitalisation et la numérisation, afin d'accélérer les procédures, s'imposent. L'emploi des jeunes, l'augmentation des salaires, l'avancement des enseignants et la hausse du congé de maternité ont été soulignés. Le ministre Galoba a répondu aux interpellations des députés, assurant que la transformation de la fonction publique doit être en phase avec les attentes des Sénégalais. Il a annoncé que ces services ont mis en place un cercle de qualité pour dresser les contours de leurs actions. L'État du Sénégal doit à l'administration sénégalaise la réalisation d'infrastructures d'envergure. Il a annoncé la modification prochaine du décret numéro 74-347 du 12 avril 1974, fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'État. Un système de pointage a été mis en place pour inciter au respect des horaires de travail dans les administrations publiques. Pour finir, le ministre a indiqué que l'État du Sénégal a fait d'énormes efforts pour l'augmentation des salaires et le recrutement des jeunes. D'ailleurs, de 2012 à nos jours, 16 218 agents sont en activité. Les parlementaires ont voté le budget du ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public. Il s'élève à 6 milliards 370 millions 844 450 francs CFA. Et voici maintenant un phénomène aux conséquences non négligeables. Il s'agit du vol des câbles et l'ARTP cherche des moyens et des solutions face à ce problème. L'autorité de régulation a donc ouvert la réflexion avec l'ensemble des acteurs des télécommunications. Abdouad.
Vol de câbles, coupure de fibres optiques ou encore effet de masque sur le réseau de télécommunications, autant de maux dont souffrent les opérateurs et qui affectent la qualité de leurs services. Pour endiguer le phénomène, la RTP tire la sonnette d'alarme. L'objectif poursuivi est de circonscrire les différentes problématiques sous tous leurs aspects et de s'accorder sur des solutions conjoncturelles ou structurelles autour d'un plan d'action clair, graduel et réaliste. Il faut en conséquence la contribution de tous les acteurs pour juguler les difficultés. Cette journée de réflexion pose ainsi les débats afin d'étudier des pistes de solutions durables entre acteurs de télécommunications. Elle aura essentiellement pour objectif de montrer l'impact de ces phénomènes sur la qualité et la couverture des opérateurs de télécommunications, d'impliquer les forces de l'ordre, police et gendarmerie, et la douane dans la lutte contre le vol et le recel des câbles, de créer un cadre d'échange multi-acteurs pour améliorer la communication et la sensibilisation, et de réfléchir enfin sur les dispositions légales, réglementaires à mettre en œuvre ou à mettre à jour pour lutter contre ces phénomènes. Ces phénomènes engendrent des dégâts estimés à plusieurs milliards de francs CFA, des pertes qui vont à l'encontre des ambitions de l'État pour un Sénégal numérique. L'heure est grave parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, le président de la République a inscrit dans le plan Sénégal émergent une stratégie importante qui est la stratégie Sénégal numérique 2025 pour permettre à notre pays de répondre aux défis du numérique, aux défis de la connectivité, aux défis du monde moderne. Et pour cela, nous savons tous que parmi les priorités, la première priorité de cette stratégie nationale du numérique, c'est l'accès abordable aux services de connectivité pour tous les citoyens sénégalais. Par cette démarche, la RTP vise également à sensibiliser le public sur la gravité du phénomène pour lui garantir en retour une meilleure qualité des services de télécommunication. Et le Sénégal dispose désormais de son premier bulletin statistique sur le travail non rémunéré au quotidien. Le document rendu public a révélé d'énormes disparités sur ce travail non rémunéré. 5h02 pour les femmes contre 2h03 pour les hommes. Fatou Sarko, explication. Pour atteindre les objectifs de développement durable, des données fiables sont indispensables pour mesurer le gap entre les hommes et les femmes. Le Sénégal en dispose désormais. Il vient de partager son premier bulletin statistique. Ce bulletin-là va offrir aux acteurs, bien entendu, de l'écosystème, mais également aux décideurs politiques, aux chercheurs et aux partenaires techniques et financiers, un véhicule qui permettrait en tout cas de mettre à leur disposition un certain nombre d'informations importantes sur l'équité et l'égalité des genres. Et c'est des données qui vont aider énormément à la prise de décision, au plan politique, au plan programmatique, au plan opérationnel. L'objectif étant de pallier aux disparités. Le bulletin statistique est un outil émis par l'ANSD avec l'appui de l'ONU Femmes dans le cadre du Women Count. Cette étape franchie nous a permis vraiment de mettre en lumière les disparités de genre qui existent dans différents secteurs, notamment au niveau du travail non rémunéré, mais aussi la participation politique et le leadership des femmes. C'est ça l'objectif du bulletin statistique, qui est un outil d'information pour les décideurs, mais aussi un outil d'aide à la décision. Selon le rapport, pour le leadership et la représentation politique, l'écart se creuse toujours en faveur des hommes. Pour le travail non rémunéré au quotidien, les femmes sont à 5h02 contre 2h03 pour les hommes. Il y a une étude récente, une étude qui a été menée par Mondopoly et qui, sur le Sénégal, sur le travail domestique, pour nous révéler que les femmes consacrent 46 à 47 heures de temps de travail par semaine sur le travail domestique. Et ce temps de travail n'est pas valorisé. Nous savons tous que si c'était valorisé dans nos agrégats macroéconomiques, on va bien percevoir l'apport de la femme dans la croissance du PIB au Sénégal et partout ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, cette étude dit contre 5 heures de temps pour les hommes. C'est une injustice. Il nous faut réparer cela.
Pour ce faire, ce bulletin dont la périodicité sera déterminée est plus que nécessaire pour avoir de bons indicateurs. Cette outil sera suivie du rapport ODD des gens qui montre comment le Sénégal a avancé par rapport à la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies, mais aussi comment également les stratégies mises en place ont aidé à acquérir des performances. Pour la validation du document, le ministère de la Femme l'a partagé avec les parties prenantes ce mardi. Un autre chiffre qui traduit cette fois une avancée pour le Sénégal. Le taux de pauvreté a connu une baisse de 5% entre 2011 et 2018, le plus faible au sein de l'espace UEMOA, selon une étude réalisée par le bureau opérationnel du PSE, le plan Sénégal émergent au Mokal Somsal. Une photographie de la pauvreté au Sénégal entre 2011 et 2018, c'est ce que révèle une étude restituée par le bureau opérationnel de suivi du PSE. Le Sénégal a un taux de pauvreté qui a baissé de 5% sur la période et que le Sénégal a le niveau de pauvreté le plus bas de la zone UEMOA. Le pourcentage de ménages dirigés par des femmes a plus de sens de ne pas être pauvre que les ménages dirigés par des hommes. Si le Sénégal a réussi ce saut qualitatif, c'est parce qu'une politique d'inclusion sociale est mise en œuvre à travers différents programmes du PSE pour la réduction de la pauvreté et des inégalités. En 2014, le Sénégal a pris une décision ferme de dire que je vais harmoniser mes politiques économiques, avoir un seul référentiel, et a investi en fait des moyens assez importants, aussi bien dans la création de richesses qui favorise évidemment la réduction de la pauvreté. Il y a eu des programmes qui ont été des programmes volontaristes, notamment le PIDC, qui ont permis quand même à certaines zones de notre pays, des populations de compatriotes dans certaines zones, d'avoir accès à des services sociaux de base, à l'épice, à la production, à l'éducation qui a été déterminant. Et on a investi dans des institutions de formation comme la 3FPT, autant de facteurs qui ont aujourd'hui permis de faire en sorte que les Sénégalais, sur les indicateurs de pauvreté en tout cas, on ait une progression assez importante. Les données sont incontestables, surtout les données qui proviennent de l'ANSD. Depuis 20 ans, il y a de la croissance. Cette croissance se voit à travers les infrastructures, à travers les grands investissements et les grands projets que l'État est en train de réaliser. On le voit également à travers une généralisation des smartphones. Ça ne vient pas du ciel, ça vient de la croissance. Les grandes surfaces, l'utilisation courante de l'eau, la construction de logements, l'augmentation de la production agricole. L'émergence ou la croissance est incontestable, palpable, frémissante, mais n'a pas encore enrôlé tout le monde. Enrôler tout le monde consisterait à sortir de cette situation difficile plus de 6 millions de personnes considérées comme pauvres, selon toujours les indicateurs de cette étude. Interroger la condition de certains secteurs. Aujourd'hui, on investit beaucoup dans le secteur de l'agriculture. Et quand dans l'étude, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de pauvres dans le secteur primaire que dans les autres secteurs, ça doit amener à poser des questions. Et l'étude pose ces questions-là. Il faut naturellement renforcer les moyens de la protection sociale. C'est un investissement énorme que le président de la République a consenti avec un budget annuel de 30 milliards pour les bourses de sécurité familiale. Mais surtout, et je pense peut-être c'est la solution, sans l'augmenter, c'est surtout harmoniser les actions de l'ensemble des sectoriels. Aujourd'hui, un Sénégalais peut avoir accès au financement de la DER, à l'ADPME, ensuite bénéficier de la bourse de sécurité familiale, partir avoir une garantie au niveau du FONGIP. Je pense de manière globale, il est important, et c'est ce que nous proposons avec les perspectives du LAB, avoir une harmonisation de l'intervention de l'action publique sur la réduction de la pauvreté, de manière à avoir un ciblage, à avoir une plateforme qui permette d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble des interventions de l'État vis-à-vis d'un individu ou d'un chef de ménage. Sédhiou, Kédougou, Tambacounda, Kolda, Kaffrine et Ziguinchor sont les régions les plus touchées
Cette étude sur la transition dans la pauvreté et les inégalités a été réalisée avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement grâce aux données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et puis dans le reste de l'actualité, il y a le lancement de la deuxième phase du projet Initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons. L'objectif devrait être atteint d'ici 5 ans, nous dit Dame Silla. Après 2 ans d'exécution pour la première phase, le projet Initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons lance ici, en Ngoundiane, sa phase 2, qui va durer 5 années. L'objectif est de contribuer à l'augmentation de 30% de l'offre nationale de moutons, notamment pour la tabaski, et la création d'emplois génératrices de revenus. Nous sommes aujourd'hui réunis à Ngoundiane pour lancer la deuxième phase d'un programme extrêmement important que les maires du Sénégal avaient initié il y a 5 ans. Ce programme s'appelle Initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons, qui consiste à trouver des moyens, soit propres, soit de partenaires, pour acheter des moutons et les distribuer à des populations vulnérables. Au départ, nous avions acheté 100 brebis. Aujourd'hui, ces 100 moutons ont produit 514 moutons. Le projet sera mis en œuvre dans 250 communes réparties dans 10 régions du Sénégal. Il cible plus de 1200 ménages et aura un impact direct ou indirect sur plus de 1 200 000 individus. Il est piloté par l'ONG IFER en collaboration avec des maires du Sénégal. L'exécution donc de la deuxième phase du projet permettra donc de renforcer les capacités institutionnelles des organisations d'entraide tout en favorisant l'autonomisation des femmes et des jeunes dans les 10 régions cibles. En plus d'augmenter la production et la productivité, Imam 2 permettra d'améliorer la commercialisation de la production ovine et par ricochet accroître le revenu des ménages ciblés d'ici septembre 2027. Le projet s'aligne également aux priorités du gouvernement du Sénégal définies dans le plan Sénégal émergent, qui, dans le domaine des activités agro-pastorales, vise à mettre en œuvre une approche intégrée qui favorise le développement de la chaîne de valeur. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, a inscrit le programme national d'autosuffisance en moutons, communément appelé PRONAM, dans le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré PAP 2A du plan Sénégal émergent. Il s'agira, dans le cadre de ce programme, de faciliter l'accès aux moutons de Tabaski par l'amélioration de la productivité numérique et pondérale ainsi que sa mise en marché. Selon le principe du partenariat public-privé, le programme va permettre, à terme, la satisfaction de la demande en moutons de qualité et en quantité suffisante. En Ngoundiane, comme partout dans le pays, des géniteurs de moutons de race sont distribués aux bénéficiaires. L'objectif est de participer fortement à l'autosuffisance de moutons au Sénégal dans les prochaines années. Et c'est en perspective de la prochaine célébration de la fête de Tabaski. Allez, c'est l'heure maintenant d'aller à l'intérieur du pays pour les actualités du jour. Le trésor des régions, c'est tout de suite. On va d'abord se rendre à Ziguinchor qui accueille la quinzaine nationale de l'économie sociale et solidaire. De grandes opportunités sont attendues et le ministre Victor Ndeye a d'ailleurs annoncé la disponibilité des financements d'ici la fin de l'année 2022. Tout de suite les détails avec Abdoulaye Sinkaré. C'est dans une ambiance décontractée que le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire est accueilli à Ziguinchor. À travers les échanges, Victor Ndeye a pu mettre le doigt sur les préoccupations des acteurs. Ce qui a été retenu, les différentes interventions des acteurs de l'ESF, c'est un meilleur renforcement de capacité, un accompagnement du ministère et une structuration aussi des différentes chaînes de valeur pour pouvoir les accompagner à mieux capter tout le potentiel de la région dans le cadre de l'accompagnement des filières, dans l'approche bien entendu chaîne de valeur,
des filières anacarde, agroforesterie, la mangue et d'autres filières notamment. Ce forum est aussi l'occasion pour la tutelle de réitérer son accompagnement auprès des acteurs. Des financements seront d'ailleurs disponibles avant la fin de l'année. L'objectif fixé, c'est que tout ce qui a été dit puisse être opérationnalisé avant la fin du mois de décembre, pour que les premiers financements dans ce sens puissent être octroyés. Parce que le financement, nous en avons tous convenu, c'est en bout de chaîne. Il ne s'agit plus aujourd'hui, nous sommes dans un changement de paradigme, il ne s'agit plus de venir donner de petits financements, mais d'accompagner aussi les acteurs en les capacitant et de manière à pouvoir capter le meilleur en fait, du potentiel qui existe. Pour une plus grande inclusion, le ministère compte travailler main dans la main avec les collectivités locales. Le travail se fera avec les différentes collectivités territoriales, puisque rien qu'à voir le thème de ce forum, nous parlons de développement économique et social des terroirs et dans les terroirs. Donc rien ne peut se faire sans les collectivités territoriales. Cette exposition des femmes transformatrices est l'un des moments forts de cette journée qui marque le début de la quinzaine nationale de l'économie sociale et solidaire. Et après cette étape de Ziguinchor, la délégation du ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire s'est rendue dans les régions de Kédougou et Tambacounda. Là-bas, les femmes qui s'activent dans la chaîne ont reçu un financement d'1 milliard de francs CFA. Après la partie sud, le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire s'est rendu dans le Sénégal oriental. Première étape de la visite à Tambacounda, le département de Goudiri. Ici, Victorine Ndeye a échangé avec Opassi Soro, le directeur de l'Experna. Cette entreprise s'active dans la transformation des produits agricoles. Bissap, moringa, bouillie, entre autres. Cette usine s'est spécialisée dans la production bio. Vous allez développer votre chiffre d'affaires sur l'huile de baobab, l'huile de bissap, toutes les huiles, toutes les déclinaisons que nous avons vues ici. Mais il faudrait en amont avoir un dispositif de collecte, un dispositif quand même qui soit aussi aux normes, puisque vous êtes par ailleurs dans le bio. Donc encourager ces initiatives, toutes ces initiatives, ces très belles initiatives, portées, orientées, développement du terroir, et le redire ici, sachez pouvoir compter sur le ministère d'appui technique, d'appui financier et surtout de portage politique. Nous ne pouvons que le faire parce que, au-delà de votre chiffre d'affaires, vous travaillez, vous êtes en collaboration avec des groupements de jeunes et de femmes. Donc, qui vous accompagne toute la chaîne qui est derrière. Après Goudiri, cap sur Kidira, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont reçu la bonne nouvelle. 1 milliard pour financer des activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes. Ce que nous pouvons annoncer ici, c'est qu'une ligne de 1 milliard sera mise à votre disposition, à la disposition de la région de Tamba et Kédougou pour accompagner. Mais vraiment accompagner les acteurs de manière à ce qu'ils puissent tirer le meilleur profit du potentiel déjà qui existe. Nous avons 2 programmes dans le ministère, la microfinance et l'économie sociale et solidaire. Mais il n'est pas question que ces programmes aillent en solo. Il nous faut pouvoir synchroniser ces 2 programmes-là pour avoir beaucoup plus d'impact sur le vécu des populations et au niveau aussi macro, pour que chaque Sénégalais, là où il est, puisse vraiment, de manière la plus rentable possible, pouvoir tirer profit de son activité. À Kidira, le ministre de l'économie sociale et solidaire s'est également rendu dans les périmètres maraîchers du GIE d'Iboli Fulbe. Ces femmes vont bénéficier de financements pour booster leurs activités. Place maintenant à notre dossier du jour. C'est juste après ceci. Et
Et nous parlons à présent des partenariats publics et privés. Beaucoup ne savent peut-être pas que ces PPP peuvent aider les collectivités territoriales dans la réalisation de projets d'intérêt public. L'exemple du pôle mère-enfant et du centre de formation Forameka en sont une parfaite illustration. Tidiane Sissé que nous retrouvons à Tambacounda. Le PPP ou partenariat public-privé, c'est quand une structure de l'État confie une mission de service global à un privé. Aujourd'hui, une collectivité territoriale peut pousser la réflexion et envisager des projets de développement en mettant à contribution le secteur privé, en leur donnant l'opportunité d'utiliser leurs moyens techniques, financiers et matériels afin que cette structure, par exemple un stade qu'on veut construire, un hôpital qu'on veut construire, des logements qu'on veut construire, l'institution, la mairie n'a pas les moyens, mais à la caution institutionnelle peut aujourd'hui, dans le cadre d'un partenariat, permettre à un privé aujourd'hui de financer. Le centre de formation Forameka, le pôle mère-enfant de l'hôpital régional, des exemples de ce mode de partenariat ne manquent aujourd'hui pas dans la région de Tambacounda. Il y a beaucoup de souks et de cantines qui ont été construites le long de l'ancienne structure pour ne pas faire de publicité. Ça, c'est sur la base d'un peu de partenariat public-privé. Parce qu'il vous appelle, il vous dit, vous construisez, vous exploitez pendant un certain nombre d'années, après ça devient un bien de la mairie. Le Forameka, qui est aussi un partenariat public-privé, parce que c'était un immigré de retour et qui avait signé une convention avec le défunt conseil régional, Cheikh Abdoul Khadir Sissoko, pour installer cet outil ici à Tamba au profit des jeunes qui voudraient se former. Ça, c'est un partenariat public-privé. Il y a aussi le pôle mère-enfant de l'hôpital régional. C'est donc du gagnant-gagnant entre le privé et une structure de l'État qui bénéficie également à la population. Mais pour beaucoup, les élus locaux n'ont pas cette culture des PPP. Oui, c'est parce que malheureusement, tous les élus locaux ne s'y connaissent pas. Je l'ai dit tantôt, nous sommes des politiques. Nous ne sommes pas formés en la matière. Nous sollicitons même qu'il y ait des ateliers dans toutes les collectivités territoriales du Sénégal. De sensibilisation et de formation. Les élus locaux seront aptes à pouvoir faire face aux partenaires, négocier de très bonnes conventions, de très bons cahiers de charges au mieux des intérêts des populations. La plupart de nos maires, de nos présidents de département, ne s'entourent pas d'expertise nécessaire pour pouvoir aller dans ce sens. C'est pour renverser cette tendance que le Sénégal a adopté l'année dernière la nouvelle loi numéro 2021-23 de mars 2021 relative au contrat de PPP. Loi qui va permettre de moderniser et de rationaliser le régime juridique des PPP. Et puis on se quitte sur ces images qui nous viennent de la région de Tambacounda. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Mais restez avec nous dans quelques instants. Le journal en Wolof présenté par Maman Moussagnan.